Jean-Marie Roire, bonjour. Bonjour. Vous êtes romancier et essayiste. Vous êtes membre de l'Académie française. Vous êtes né dans une famille de peintres et vous avez piloté pendant de nombreuses années le Figaro littéraire. Vous êtes un grand ami de Jean d'Ormesson et aujourd'hui vous êtes une des figures majeures de la vie littéraire française. Dieu vous entende. En 2021, eh bien, c'est une année riche pour vous. Vous publiez un essai qui, donc, Ce pays des hommes sans Dieu, édité aux éditions Bouquin Essai, un essai qui fait beaucoup débat, voire polémique. Vous avez également publié un ouvrage, un roman qui s'appelle donc Ils voyagèrent vers des pays perdus aux éditions Albin Michel. Et c'est également l'année où vous faites une donation de peinture dans un grand musée parisien, on va en parler. Alors, Jean-Marie Roire, on se rend compte avec vous qu'être académicien, ce n'est pas faire le choix de la tranquillité. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes un hyper-écrivain ? Non, écrivain, c'est déjà très bien. Hyper-écrivain, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, parce que ce n'est pas une question de quantité. Et on peut avoir écrit qu'un seul roman. Et quelquefois, si on a écrit seulement une belle phrase, c'est déjà pas mal. Donc, je ne me vois pas comme un hyper-écrivain, je me vois comme un fou de littérature, quelqu'un qui adore la littérature, et qui aime autant écrire que lire. J'aime autant découvrir un très bon écrivain que d'essayer d'en être un moi-même. Voilà. Donc, c'est pas, disons, une activité égoïste. C'est une activité tournée aussi vers les autres. C'est le mystère de l'art en général. C'est-à-dire que ça a une apparence, disons, de narcissisme et d'égotisme. Et en même temps, c'est tourné vers les autres, vers un lecteur idéal, vers les lecteurs. Et puis, on tente de jeter une passerelle vers l'avenir, vers la postérité, en se disant que si une phrase surnage, la postérité, ça sert déjà très bien. Mais ce qui est raconté, c'est l'intention. L'intention de vouloir faire quelque chose de bien et l'intention de vouloir accéder par l'art à un certain niveau spirituel. Voilà, je crois que c'est ce qui m'anime, et par le biais de cette vérité qui est le véhicule de la beauté, selon la tradition grecque, qui a été reprise par le christianisme, la vérité par la beauté. Voilà, c'est ma devise, mon ambition. Alors, vous faites le lien entre l'écriture, l'art et le christianisme. Vous tendez la perche pour parler évidemment de votre essai « Ce pays des hommes sans Dieu », un essai très personnel dans lequel vous avez décrit un pays menacé dans sa civilisation, un pays qui se ferait cavalier seul sur le terrain de la laïcité, et un pays menacé d'une certaine manière par l'islam radical. Alors, est-ce que comme Malraux, finalement, vous pensez que notre siècle ne peut exister que s'il est religieux ? Mon propos est un peu différent. À vrai dire, ce n'est pas un livre contre l'islam. C'est un livre qui est en faveur du religieux, parce que je considère que c'est comme Ernest Renan, que le religieux est un désir d'élévation, quelle que soit la forme. Et personnellement, je suis de tradition catholique, mais je ne suis pas très pratiquant. Et puis j'ai beaucoup de sympathie pour d'autres religions, que ce soit les musulmans, le soufisme, ou bien des religions comme la religion orthodoxe, ou bien carrément les animistes. Les animistes, les païens, les Grecs anciens, voilà, j'ai beaucoup de sympathie pour eux. Pourquoi je ne me fais pas une idée, si vous voulez, confessionnelle de la religion. Pour moi, la religion, c'est croire à quelque chose de transcendant. Et c'est, disons, mon livre est plutôt une défense
de la civilisation française et du christianisme, dans la mesure où ce christianisme a complètement irrigué cette civilisation française, qu'il l'a quasiment construite, on ne peut pas extraire le christianisme de ce que nous sommes. Il nous a modelé, il a modelé nos institutions, notre justice, nos mœurs, et en même temps notre sensibilité. Donc on ne peut pas l'exclure. Et nos prénoms, les dates de vacances, enfin c'est invraisemblable parce que le christianisme est notre paysage. Parce que quand vous allez, il y a partout, il y a à la fois un calvaire, une église, enfin c'est vraiment, c'est ce qui rythme la vie française, c'est cette très longue tradition chrétienne. Donc mon propos, c'est de montrer l'ineptie qui consiste à vouloir, disons, chasser ce christianisme pour le remplacer par une laïcité excessive, une conception de la laïcité qui est excessive dans la mesure où elle est, disons, hostile. Elle est hostile à la croyance. Et c'est le cas de la loi sur le séparatisme qui, au lieu de... qui visait manifestement l'islam, mais qui, à force de viser l'islam, s'est finalement intéressé aux autres religions et au fond, ça a été dit par tous les responsables religieux, promeut l'athéisme. Voilà. Et je crois que ça, c'est extrêmement dangereux pour un État de supprimer une dimension spirituelle et une dimension de transcendance. Qu'individuellement, nous soyons chacun un libre penseur, qu'on soit païen, qu'on soit ce qu'on veut, enfin vraiment, c'est pas important. En revanche, en ce qui concerne un État, il me semble c'est dommageable parce que il ne peut pas, il manque d'horizon et il ne peut pas finalement donner aux hommes une perspective qui soit vraiment d'élévation. Voilà, je crois. Mais c'était ce qui se passait avec le Concordat, et le Concordat était une excellente chose, parce que le Concordat reconnaissait le catholicisme comme la religion de la majorité des Français, il acceptait les autres religions, et même il promouvait l'enseignement des religions, de toutes les religions, et en même temps il condamnait, il y avait une condamnation pour le sacrilège religieux. Or, je crois que c'est une bonne chose de ne pas accepter le sacrilège religieux comme allant de soi. Alors, quelque part, il y a un petit paradoxe, Jean-Marie Roire, à ce que vous preniez cette posture, en tout cas de mon point de vue. Vous avez été franc-maçon. Oui, mais vous savez, moi, je suis surtout quelqu'un de curieux, je ne veux pas être englobé à la fois, j'ai des origines béarnaises, pourtant je ne suis pas béarnais. J'ai été franc-maçon, mais je ne suis pas resté. Mais j'ai toujours été... Et je suis une famille archi-catholique et qui était vraiment plutôt hostile à la franc-maçonnerie. Non, j'ai été curieux de tout. Je reste curieux de tout. Et aucune expérience, qu'elle soit spirituelle, confessionnelle, vraiment toutes ces expériences, je trouve qu'elles font partie d'une vie. Une vie, c'est connaître des amours, c'est connaître des gens différents. Voilà. Donc, je ne veux pas me définir, si vous voulez, la seule définition qui pourrait me convenir, c'est celle d'écrivain. Voilà. En effet, tout passe par la littérature, y compris mon adhésion à la franc-maçonnerie, puisque il y avait beaucoup de littérature, puisque Tolstoï a été initié. Dans Guerre et Paix, il y a une très belle image. Donc ça a joué un rôle, et puis je me suis rendu compte très vite que j'étais trop individualiste, au fond, pour être dans une collectivité, si sympathique soit-elle. Mais ça m'a permis, par rapport à ma famille, de franchir un tabou. Voilà. Parce qu'on avait une image toute faite de la franc-maçonnerie, ça m'a permis de voir que c'était des sottises. Vous savez, j'ai horreur des jugements a priori, j'ai horreur des préjugés. Voilà. Et j'ai horreur du jugement. Vous savez, le jugement péremptoire, nous sommes dans une société où tout le monde juge tout le monde. Ça, moi, je préfère aborder les choses de manière plus affectueuse et de manière plus
plus artistique. Voilà. Tout m'intéresse, toute personne m'intéresse et toutes les idées m'intéressent. Alors, vous avez eu justement dans cette subtilité que vous réclamez, il y a une dizaine de jours, un débat très intéressant avec Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, autour de cette question de la civilisation française et des thèmes que vous abordez dans votre essai. Pouvez-vous préciser les reproches que vous faites à la loi sur le rappel des principes de la République et sur cette histoire du droit au blasphème que le président Macron a formulé au moment de l'attentat de Samuel Paty, quitte à le moduler ensuite? Écoutez, moi je suis sur l'ensemble des sujets tout à fait d'accord avec Jean-Michel Blanquer. Sauf un qui est donc la loi sur le séparatisme. Mais je ne sais pas si lui-même, vous savez, il est obligé il est ministre, je ne sais pas si lui-même était totalement d'accord. Bon, enfin, bien entendu, il est obligé de dire qu'il soutient cette loi. Mais vraiment, je me sens vraiment du point de vue de l'éducation et de la civilisation française, c'est un homme qui a défendu l'enseignement de l'histoire chronologique. C'est un homme qui a défendu le grec et le latin, qui le défend encore. C'est un homme qui a rejeté l'écriture inclusive. Donc, je suis assez d'accord avec lui sur beaucoup de sujets. Sur le plan de la loi sur le séparatisme, non, je crois que cette loi marque une évolution qui est une évolution ancienne, on pourrait dire d'une trentaine d'années, d'une vingtaine d'années, qui est de passer de l'anticléricalisme, parce que le fond de la loi de 1905, c'est de passer insensiblement de l'anticléricalisme à l'athéisme, ce qui est complètement différent. Anticlérical, tout le monde l'est plus ou moins, si vous voulez, parce que les excès du cléricalisme sont bien sûr très désagréables. Je dirais même que Jésus est le premier anticlérical. Bon, parce qu'avec le grand Sanhédrin, il a eu des problèmes. Donc, vous voyez, je crois que ça, l'anticléricalisme, pourquoi pas, je veux dire. Même si je trouve que la loi de 1905, et je l'explique dans mon livre, a été une conséquence de l'affaire Dreyfus. Mais en fait, et je pense que ce qui a joué un très grand rôle, finalement, c'est que la République avait les coulées franches parce qu'elle empêchait les femmes de voter. Il ne faut pas oublier que cette République qui nous parle de liberté et d'égalité, eh bien, c'est bien gardé de faire voter les femmes pendant 150 ans. Et que, vous remarquerez, il a fallu attendre le général de Gaulle, en 1945, pour qu'elles aient le droit de vote. Et je pense que si elles avaient le droit de vote, elles n'auraient pas voté la loi de séparation de l'Église et de l'État. Parce qu'il y a chez les femmes, plus que peut-être que chez les hommes, un lien avec le mystère, un lien avec l'irrationnel, et un lien avec la prière. Voilà. Je crois que parce que les femmes ont, et d'ailleurs c'est pas un hasard si les malheureuses sorcières étaient des femmes, mais je crois qu'il y a ce lien extraordinaire avec justement la création, l'enfantement et la nature. Il y a un lien avec la nature, les mystères de la nature, et il me semble que, et c'est vrai que dans les églises, il y a beaucoup de femmes. Voilà. Et si la République ne voulait pas leur donner le droit de vote, c'est parce qu'elle avait peur que les confesseurs jouent un très grand rôle dans le vote. Bon, enfin bref, je crois que cette loi de 1905 a été un recul par rapport à la loi de Napoléon, du Concordat, qui était vraiment, comme je l'ai dit, qui acceptait nos origines. Comment voulez-vous, aujourd'hui, que nous nous comprenions entre nous si on n'accepte pas ces fondements, ces racines fondamentales qui sont celles données par le christianisme? C'est vraiment toute notre histoire. C'est pas un hasard si on a appelé la France la fille aînée de l'Église. Le baptême de Clovis, c'est la naissance de la France. Et à partir du moment où Clovis choisit le christianisme par rapport à l'arianisme, et vous savez que l'arianisme,
lui donner tous les pouvoirs, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Il choisit le christianisme parce que c'est déjà la séparation de l'Église et de l'État. Voilà, c'est déjà cette séparation entre le spirituel et le temporel. Donc, tout cela, il faut le savoir parce que c'est ce qui nous constitue. Et si on ne le sait pas, si on ne sait pas ce que c'est que la civilisation française, si on ne sait pas que le premier édit contre l'esclavage date de 1315, où le roi Charles le Hutin publie un édit dans lequel il proclame « Le sol de France affranchit l'homme qui le touche ». Alors qu'on ne nous parle pas d'esclavage maintenant, parce qu'à l'époque de Napoléon, la France est un pays de liberté extraordinaire. Mais si on n'a pas conscience de tout cet héritage, comment voulez-vous qu'on puisse le défendre en face de gens qui ne le connaissent pas, à commencer par les Français eux-mêmes, qui l'ignorent complètement, qui sont vraiment très incultes sur leur histoire, parce qu'on fait tout pour les détourner de leur histoire. Alors, mais pour autant, Jean-Marie Roy, vous n'êtes pas tendre avec l'Église catholique, notamment avec le Concile Vatican II. Vous dites que quelque part, si je peux me permettre, là est le péché originel d'une forme de dévoiement de l'Église telle que vous la magnifiez. Je crois que Vatican II est l'illustration d'un mouvement de l'Église qui est un mouvement qui, au total, a été suicidaire. Voilà. Et suicidaire avec très bonnes intentions, parce qu'il y a des gens extraordinaires dans l'Église, il y en a toujours. Mais, disons, c'est très dangereux de la part de l'Église de vouloir essayer de coller à l'air du temps. Parce que quand on vise l'éternité, l'air du temps doit être remis à sa place. Et d'ailleurs, le général de Gaulle, qui était, on peut le dire, un homme vraiment intelligent et un fin politique, a bien dit que Jean XXIII avait ouvert les vannes, mais il n'avait pas su les refermer. Ce qui fait qu'avec le Concile, on a au fond soumis le spirituel au temporel, on a soumis des valeurs transcendantes à finalement le monde tel que nous le vivons, qui est un monde médiocre, et qui ne peut être que médiocre. Justement, alors, on a contaminé, au lieu de faire l'inverse, autrefois, c'était le monde temporel qui essayait de rejoindre le spirituel, qui était son phare. Et là, c'est l'inverse. C'est l'inverse qui fait que maintenant, dans les églises, quand vous entendez un prêche qui est prononcé, ce qui est invraisemblable, il est prononcé à côté de cette chair sur laquelle le prêtre, en haut de laquelle le prêtre proclamait la vérité, le chemin et la vie. Et on a l'impression qu'il n'y croit plus. Voilà. Qu'il n'y croit plus. Et donc, il s'est mis en retrait. Et tandis que l'imam, dans la mosquée, lui, est en haut de sa tribune, voilà, de son minbar, et il n'hésite pas à proclamer sa foi. Donc, c'est un recul, et c'est un recul sur tous les plans. Au nom de l'œcuménisme, on a introduit un doute profond sur la vérité catholique. Alors, est-ce que, d'une certaine manière, ce n'est pas le modèle de Vladimir Poutine que vous souhaiteriez importer chez nous? Puisque, finalement, Vladimir Poutine a recréé une alliance avec l'Église orthodoxe. Opportunisme politique, sincérité, ça reste un débat, mais... Non, honnêtement, je n'ai pas beaucoup de tropisme vers Vladimir Poutine, même si Vladimir Poutine est dans un pays très différent de la France. Et non, ce n'est pas vraiment, mon point de vue n'est pas un point de vue clérical. C'est pas un point de vue clérical. Je ne suis pas pour que ce soit les prêtres qui décident de ce que l'on doit faire. Et d'ailleurs, c'est très bien, la République doit prendre des décisions. Ça a été le cas pour le contrôle des naissances, tardivement avec le général de Gaulle,
puisque c'est 67, alors que le contrôle des naissances aurait dû intervenir beaucoup plus tôt. Et ça, c'est la faute de l'Église, c'est la faute de la papauté. Et puis ensuite, sur l'avortement, il était de vous dire que la papauté a toujours maintenu la même position. Et je ne suis pas d'accord. Je trouve que les questions sociales doivent être réglées justement par l'État, et qui doit indépendamment, même s'il doit tenir compte aussi des points de vue des religieux. Bon, il se trouve que sur l'avortement, tous les religieux étaient contre. Bon. Mais quelquefois, c'est l'honneur de l'État de voir que derrière ces problèmes, il n'y a pas que des problèmes religieux, il y a des problèmes sociaux. Il fallait voir le nombre de jeunes femmes qui mouraient des conditions effroyables dans lesquelles se déroulaient les avortements. Je crois que c'est ça qui a joué, et c'était tout à fait à l'honneur de Valéry Giscard d'Estaing et de Madame Simone Veil. Alors, pour aller plus loin, Jean-Marie Roy, vous êtes l'écrivain d'un certain nombre de causes perdues, souvent autour des femmes qui font chuter les héros de vos romans. Vous êtes également l'écrivain de la destinée. Vous avez, dans un roman récent, imaginé qu'en novembre 1942, Pétain pourrait rejoindre Alger et la résistance. Dans ce scénario époustouflant, eh bien, le général de Gaulle se retrouve quelque part tout seul à Londres, dépressif, pensant au suicide, et c'est finalement l'introduction de votre roman « Ils voyagèrent vers des pays perdus ». Roman épique et picaresque, sur lequel vous êtes inspiré de la Divine Comédie de Dante. Et pour faire ce roman, vous êtes inspiré, vous avez revisité la thèse du bouclier et de l'épée, selon laquelle l'homme de Vichy aurait mené un double jeu de concert avec De Gaulle. Cette uchronie, comme on appelle, est-ce que ce n'est pas un délire complet de votre part ? Alors, on peut le considérer comme ça, mais ça a des bases. Vous savez, les romanciers, ils sont à la fois, ils rêvent, mais très souvent sur des bases très profondes, qui sont des bases de vérité. C'est pas l'exactitude, mais c'est la vérité. Et vous remarquerez que notre société a été construite par des romanciers. C'est Jean-Jacques Rousseau, c'est Montesquieu, qui ont créé les bases de notre société. Alors, cette idée que vous trouvez un peu farfelue, du délire, c'est pas tellement du délire, puisque cette théorie, cette stratégie était prônée par Roosevelt lui-même. Roosevelt lui-même considérait que la seule solution pour réconcilier les Français, c'était que Pétain rejoigne Alger le 11 novembre 1942, au moment du débarquement. Et l'ambassadeur, l'amiral Leary, qui était toutes les semaines aller voir le maréchal Pétain à Vichy, ce qui prouve qu'ils n'avaient pas rompu les liens, eh bien, essayait de convaincre le maréchal Pétain. Le maréchal Pétain a failli aller à Alger, ça ne s'est pas fait, mais des gens aussi sérieux et aussi peu farfelus et aussi peu délirants que Raymond Aron ont développé cette thèse en disant c'était la solution, c'était que le maréchal Pétain aille à Alger pour éviter la guerre civile. Voilà. Parce qu'il y a quand même eu une guerre civile qui a abouti à 60 000 morts, ce qui aurait pu peut-être être évité. Mais mon livre est un livre à la fois, j'espère, avec des vérités, puisque le Figaro Histoire a publié 10 pages sur justement les aspects tout à fait réels et inattendus que j'ai révélés, notamment sur le double jeu de l'Angleterre, parce que les Anglais ont joué, comme à leur habitude, les Anglais sont très dissimulés. Et finalement... Oui, Churchill est très content de se débarrasser du général de Gaulle dans votre roman. Oui. Mais en même temps, si vous voulez, c'est surtout sur l'armistice, parce qu'eux-mêmes ont conclu un armistice avec les Allemands sur les îles franco-allemandes, les îles franco-anglaises, Guernesey, Jersey, et c'est évident qu'ils ont de ce point de vue-là accepté l'armistice, qu'ils n'ont pas voulu accepter pour les Français. Non, donc il y a une duplicité chez les Anglais, enfin il y a beaucoup de choses que j'ai essayé de montrer dans ce livre qui sont d'un ordre sérieux,
mais habillé d'une façon amusante. Voilà, parce que... C'est clair. Je veux dire, votre roman est quand même totalement plein de rebondissements. Je veux dire, De Gaulle perd donc le contrôle de la résistance et contraint de... Il ne l'avait pas à ce moment-là. Voilà, attention, parce qu'il ne faut pas croire que, parce que De Gaulle, en 1942, la résistance, d'ailleurs, lui était très souvent hostile. Et ensuite, c'est grâce à Jean Moulin et au Parti communiste qu'il a réussi à récupérer la résistance et à s'appuyer sur la résistance pour s'opposer aux Alliés. Mais disons, il faut voir que vous savez, cette période est extraordinairement complexe. Nous l'avons simplifiée au maximum, mais en fait, je crois qu'on ne veut pas la voir. On ne veut pas la voir parce que, comme disait Pompidou, c'est la période où les Français ne s'aimaient pas. C'est une période de guerre civile larvée. Et je crois qu'on veut la voir d'une manière idéologique. Alors, idéologique, c'est très simple, c'est noir ou c'est blanc. Bon, ben, c'est libre à chacun de voir cette vision idéologique. Je crois que si on veut la comprendre, il faut contextualiser. Et contextualiser, ça demande un petit effort d'intelligence historique. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, tout en restant, en effet, un peu picaresque. Alors, effectivement, sur cette compréhension profonde de cette période, je crois que vous avez eu un échange avec François Mitterrand qui vous avait dit que finalement ne pouvait le comprendre que ce qui était. Mais au-delà, effectivement, vous décrivez quand même un équipage sur ce bateau assez picaresque. Vous avez Joseph Kessel, amateur d'alcool, de substances narcotiques. Vous avez Raymond Aron qui déteste le général, des femmes fatales. Et puis, dans cette fable, vous n'êtes pas franchement aimable avec le général de Gaulle. Vous faites une description de lui avec un caractère assez dur, ombrageux, parfois enfermé dans sa lecture des Mémoires d'outre-tombe. Quelle est la part de vérité? Quelle est la part de votre appréciation? Alors, écoutez, là, je suis plutôt dans la vérité. Jamais personne n'a dit que le général de Gaulle était un guéluron, amusant, qu'il était amical. Non, c'est pas Churchill. Churchill était un bon vivant, amical, chaleureux. De Gaulle, c'est tout le contraire. C'est un homme froid, qui n'aime personne, et dont la seule admiration est bizarrement le maréchal Pétain. C'est le seul homme qu'il admire. Mais sinon, autour de lui, il méprise profondément les gens qu'il sert, et il ne va jamais chercher à promouvoir les gens qui sont autour de lui. Au contraire, il va chercher à s'en débarrasser. Donc ça, c'est une analyse froide des choses. Mais ça n'empêche pas que j'admire le général de Gaulle. Moi, je suis assez gaulliste. Mais c'est vrai que l'analyse du général de Gaulle et de son action montre un homme sans pitié. Il le prouvera plus tard dans l'affaire des Harkis. Il laissera 100 000 soutiens de la France être coupés en petits morceaux par le FLN. Donc, et ça sans aucun état d'âme. Donc vraiment, c'est pas un homme d'état d'âme. Il fera fusiller Pucheux sans aucun état d'âme. Et non, c'est un homme, et assassiné Darlan, sans état d'âme non plus. Donc ça, c'est quelque chose, c'est banal, si vous voulez. Quand on connaît un peu le général de Gaulle, on peut admirer des hommes qui sont froids et cruels, comme l'était d'ailleurs Richelieu. Ça n'empêche pas qu'on admire Richelieu. Alors le général de Gaulle, là aussi, je vous pose la question de la vérité. Dans ce roman, vous le faites consulter une voyante. Et je me suis demandé en voyant cette scène si finalement vous ne projetiez pas un petit peu de vous dans ce personnage, comme si vous étiez dans une forme d'identification. Parce que je crois que vous n'en faites pas mystère. Comme le président Mitterrand, vous avez consulté des voyantes. Alors, le général de Gaulle et vous? Alors, il a consulté des voyantes, notamment en Pologne, et je peux même vous dire qu'une de ces voyantes lui avait annoncé qu'il finirait pendu. Et Madame de Gaulle était très inquiète. Toute sa vie, elle a craint que le général de Gaulle, déjà il avait été condamné à mort, mais enfin, elle pensait qu'il risquait d'être pendu. Vous savez, les hommes politiques, que ce soit Napoléon, Jules César, sont en face de questions très irrationnelles. Parce que la politique,
c'est vraiment la destinée. Et la destinée, qu'est-ce que c'est? Ce sont des rencontres, ce sont des hasards ou de la providence. Mais il y a un lien avec quelque chose qui vous dépasse. Et donc on est très souvent tenté d'aller voir des chiromanciens, des voyants, des gens qui ont un contact avec l'au-delà. Et donc c'est pas impossible que De Gaulle, en tout cas il l'a fait une fois, mais il a pu le faire 2 fois, qu'il soit intéressé. D'ailleurs, il passait son temps à faire des réussites. Vous savez, bon, quand on fait des réussites, c'est que quelquefois Ce n'est pas le tarot, hein? Non, c'est pas le tarot, mais enfin, disons, c'est une légère liberté que j'ai pu prendre, mais il y a toujours une part de vrai. Voilà, j'aime construire mes romans avec une part de vérité. Une part de vérité, comme à un moment, je parle de 2 gens qui étaient son conseiller diplomatique, qui va tomber dans les bras d'une espionne que Staline leur a mis dans les pattes. Eh bien, je me suis inspiré aussi du fait que 2 gens, beaucoup plus tard, à l'époque justement de la Ve République, va être nommé ambassadeur à Moscou. Le KGB va lui mettre une espionne dans son lit. Ça va faire un scandale. Il va être rappelé à Paris. Et le général de Gaulle va le convoquer à l'Élysée et va l'accueillir ainsi. Alors, 2 gens, on couche. Et il va le virer. Bon. Donc, vous voyez, l'histoire est quelquefois complètement folle. Vraiment. Et on a l'impression, elle fait concurrence aux romanciers. Il y a des histoires complètement délirantes. Quand vous voyez à un moment, en 1942, il y a une altercation entre Jean Moulin et Pierre Brossolette. Et Jean Moulin est tellement furieux contre Pierre Brossolette que devant une assistante de résistant, il baisse son pantalon, il monte ses fesses à Pierre Brossolette et lui dit « Voilà comment je vous considère ». Oui, c'est de la folie. Bon, mais cette histoire, finalement, qu'on imagine d'une manière un peu pieuse, on a là avec une sorte de respect sacré, parce que c'est la résistance, parce que c'est une période où on se dit que tout le monde prenait les choses au sérieux. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. À Londres, les gens menaient des vies de bâtons de chaise, ils avaient des tas de liaisons, ils essayaient de s'étourdir, ils fumaient de l'opium. Et c'est vrai qu'Essel fumait de l'opium en compagnie de Dacier de la Vigerie. Bon, ben, c'est comme ça. C'est-à-dire, il faut, si vous voulez ramener l'histoire, c'est en cela que le romancier apporte quelque chose. Il rapporte l'humain. L'histoire, d'une certaine façon, désinfecte tout. Elle banalise tout, elle en fait des êtres de raison qui sont là, qui ne trompent pas leurs femmes, qui sont bons pères, bons fils, bons pères de famille. Non, c'est plus complexe que ça. Et moi, j'essaie, dans mes romans, de restituer la vie à l'histoire. Et alors, votre propre expérience de ces consultations, vous dites que vous avez, je crois, acheté une propriété en Corse sur le conseil d'une voyante. Non, la voyante n'a fait que m'annoncer ce que j'allais faire. Mais ce n'est pas entré dans mon choix. Elle m'a dit que j'allais acheter une maison entre la mer et la montagne. Voilà, ben, c'était vrai que c'était ça. Mais très souvent, les voyantes ont pu m'annoncer ce qui allait m'arriver. Mais quand par hasard, elles m'annonçaient des choses désagréables, eh bien, je me disais, ben voilà, tant pis, il y a des choses désagréables dans ma vie, il faut les accepter. Et quand elles m'annonçaient des choses agréables, je me dis, bon, si ça arrive, tant mieux, si ça n'arrive pas, tant pis. Il faut pouvoir jouer avec ça. Vous savez, un écrivain, c'est quelqu'un qui joue en permanence avec sa vie. Il joue avec ses amours, il joue avec tout. C'est un ensemble, mais c'est un jeu sérieux. C'est un jeu sérieux parce que l'amour, c'est quelque chose de grave, quelque chose de douloureux, quelque chose de merveilleux. Voilà. Mais c'est aussi, il y a une forme de jeu. Moi, j'ai une distance vis-à-vis de moi-même puisque je suis aussi le sujet de mes livres, puisque je très souvent, pas seulement dans les romans, mais dans des livres de souvenirs, je parle de moi. Alors j'essaie de parler de moi avec un peu d'humour, voilà, d'humour. Et d'ailleurs, Simon Leys, qui est un merveilleux écrivain, qui m'avait lu un peu, nous avions beaucoup de discussions ensemble, m'a dit « Vous êtes finalement un romantique avec de l'humour ». Ce qui est paradoxal, parce que les romantiques n'ont pas d'humour, et les gens qui ont de l'humour ne sont jamais romantiques. Bien, j'accepte tout à fait cette définition. J'espère être un romantique avec de l'humour. Alors justement, le romancier que vous êtes aime bien confronter les héros avec des femmes.
des femmes fatales, des femmes souvent inaccessibles. Et pourtant ici, il faut dire que dans ce roman, on trouve des femmes qui sont de véritables résistantes à la vertu. Oui, mais vous savez, Julien Gracq l'avait dit avant moi. Un roman dans lequel il n'y a pas de femme fatale, c'est pas un roman qui mérite d'être lu. Voilà, je trouve que c'est très bien cette phrase. C'est en cela que je suis un disciple de Julien Gracq, qui pourtant n'était pas un homme vraiment qui était très 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 épris de folie sensuelle. Mais je crois que un roman doit, non pas pour plaire au lecteur, mais plaire à l'auteur lui-même quand il l'écrit, il doit essayer d'être, surtout dans ce type de roman qui est un roman picaresque, eh bien, il doit essayer en effet, de prévoir un peu le suspense, il doit prévoir des choses amusantes. Et en fait, moi j'essaie d'écrire des livres que j'aimerais lire. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont, j'essaie, pas trop mal écrits, avec un peu de profondeur et de la légèreté. Et c'est vrai que c'est mon point commun avec un homme que j'ai beaucoup aimé, qui était proche, qui est Jean d'Ormesson. Mais Jean d'Ormesson lui-même était dans la tradition française. Et moi, je me situe dans cette tradition française. De Molière, on ne peut pas dire que Molière ne soit pas profond, de Sacha Guitry, d'Alfred de Musset, de ces gens qui ont à la fois, et même de Proust, parce que Proust est très amusant. Il y a des choses drôlatiques chez Proust, et pourtant, ça n'empêche pas d'être profond. Donc, moi, j'essaie d'être amusant, et en même temps, profond. Je sais que le lecteur aille jusqu'au bout du livre. Je n'emploie pas la méthode de Houellebecq. Les artifices de Houellebecq, qui lui, vous savez bien quels sont ces artifices, les choses récurrentes qui reviennent très souvent sur le plan sexuel. Non, moi je suis beaucoup plus, de ce point de vue-là, plus pudique que Houellebecq. Mais, et c'est pas de l'artifice, c'est simplement, il faut rythmer un roman avec, si vous voulez que le lecteur puisse lire des choses qui sont des choses sérieuses, mais en même temps, qu'il soit de temps en temps, qu'il s'amuse un peu. Je trouve que ça fait partie... Moi, ça fait partie de mon esprit. Je suis à la fois quelqu'un vraiment qui lit la Divine Comédie, mais qui en même temps est capable de sourire pour des choses qui sont beaucoup plus légères. Alors justement, cette alternance du léger et du sérieux, votre réflexion dans ce roman tourne sur le choix entre, d'un côté, le choix de l'effacement pour la France, et d'un autre côté, autour du général de Gaulle, le choix d'une renaissance nationale. Je me suis demandé si en filigrane, dans cette ambivalence, dans cette alternance, vous aviez voulu interpeller les Français à l'aube d'une année électorale importante. Non, alors vraiment. Vous savez, le temps du roman, le temps de l'art, n'est pas le temps de la politique. Les politiques sont vraiment dans l'impatience et dans l'instant. Ils sont dans l'instant, d'ailleurs. C'est ce qui explique autant de démagogie depuis la naissance de la démocratie. La démagogie qui est absolument, qui a tout entaché. Non, le romancier vise, je crois, enfin l'écrivain, il vise à parler à des lecteurs plus lointains. Plus lointains ou proches, mais qui ont plus d'élévation. Voilà. Ce qu'il cherche, c'est, je crois, à faire comprendre la vie, à faire aimer la vie, à donner un sens aux instants, à donner une éternité à l'instant. Je crois que c'est le cas de tous les artistes, que ce soit les peintres. Regardez le tableau de Manet, qui représente l'Olympia, cette femme ravissante, qui est là avec le chat. Eh bien, cette femme si jolie, eh bien, 50 ans après, 100 ans après, ben, elle est morte. Bon, il ne reste plus rien, le chat aussi est mort, tout a disparu. Et pourtant, Manet a réussi à perpétuer cet instant, cette beauté, ce sentiment sensuel qu'il y a vers cette femme. Donc je pense que la littérature, c'est donner une éternité à l'instant, et c'est ce que j'essaie de faire dans ce... Mais disons,
ce n'est pas une action sur mon siècle à travers mes romans. Je ne veux pas avoir... Sinon, je veux essayer de distraire de la médiocrité ambiante. Voilà. Essayer, quand on lit un roman, quand on lit un de mes romans, j'espère, eh bien essayer de dire, attention, la vie, c'est pas seulement les notes du gaz, de l'électricité, les embouteillages. Il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose à la fois de léger, de profond, qui est notre véritable vie. Alors, chez vous, le romancier s'est souvent appuyé sur des souvenirs, considérant justement, comme Flaubert, que la vie n'est faite que pour aboutir dans un livre. Vous avez été fils et arrière-petit-fils de peintres illustres. Vous avez baigné dans une famille d'artistes. Et Jean-Marie Roire, vous avez décidé de faire une donation de 12 toiles au musée du Petit Palais, des toiles de famille. Vous allez nous en parler. J'aimerais que vous nous commentiez d'abord 2 de ces toiles. Peut-être d'abord celle-ci, une peinture de votre papa. Alors celle-ci représente ma mère et dans une époque un peu, disons, difficile de leur relation conjugale. Voilà. D'ailleurs, le tableau s'appelle Lagrimas et penas et Larmes et peines, ce qui fait allusion aux origines espagnoles de ma mère. Et voilà, il y a eu un drame de couple. Bon. Et alors, c'est intéressant parce que ce drame de couple, le tableau a été peint en 1943. L'année de votre naissance. L'année de ma naissance, eh bien, il y a une relation de cause à effet. C'est que je crois qu'après ce petit problème de couple, eh bien, ils se sont réconciliés et c'est ce qui a amené ma naissance. Voilà. Donc on peut supposer que le tableau est de 1942. Voilà, 42 ou 43. Vous avez raison. Mais en tout cas, non, mais ça représente ma mère qui a joué un très grand rôle pour moi et mon père dont j'ai beaucoup d'admiration, d'estime pour son œuvre de peintre. Voilà. Et donc je suis content qu'il soit reconnu parce que c'était un homme qui était extrêmement discret, c'était un homme qui était douloureux, qui était très mal à l'aise avec la société. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que moi, j'ai pris, j'ai réagi contre ce malaise social et peut-être que moi, je me suis plus perdu dans la société. J'ai voulu voir beaucoup de gens, j'ai voulu jouer un petit rôle dans la société. Je suis rentré à l'académie. Ce qui, évidemment, pour mon père, des choses tout à fait inimaginables, puisqu'il était trop discret. Voilà. Mais en même temps, si vous voulez, ça s'accompagnait d'une richesse spirituelle et artistique extraordinaire. Et donc, lorsque des gens aussi éminents que Pierre Rosenberg, l'ancien directeur du Louvre, Henri Loirette, directeur également du Louvre, m'ont dit que je devais défendre sa mémoire, je me suis dit en effet, pourquoi pas, même si je ne suis pas dessous dans la piété filiale. J'aime pas les gens qui passent leur temps à dire du bien de leur famille. Moi, ma famille, c'est la famille universelle. Mais en l'occurrence, c'est vrai, ils m'ont poussé à essayer de l'exposer, donc c'est ce que j'ai fait. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette donation au Petit Palais, où j'ai été très bien accueilli par Christophe Le Ribaud, qui est le conservateur, mais aussi parce que c'est une tradition familiale. Nous avons toujours collectionné dans cette famille, mes 2 arrière-grands-pères, Henri Leroll et Henri Roire, toujours collectionné des tableaux, toujours peints, mais en même temps dans un souci, si vous voulez, absolument pas lucratif, absolument pas pour gagner de l'argent, alors qu'il y avait des œuvres qui étaient fameuses, parce que chez ma tante, il y avait 12 Manet, donc vous voyez, ma grand-mère était peinte par Renoir, mais c'était pas ce qui comptait, c'était vraiment une mystique de la peinture. Il y avait vraiment une recherche spirituelle à travers la peinture. Et cette donation, parce que je donne aussi le portrait de ma grand-mère par Maurice Denis, qui était son témoin, le témoin de son mariage, Degas étant le témoin de mariage de mon grand-père. Donc j'ai voulu montrer que voilà, ces tableaux, eh bien, ils avaient une valeur marchande, c'est évident, mais que c'était pas ça qui m'importait. Ce qui m'importait, c'était que Maurice Denis soit au Petit Palais, que mon père soit au Petit Palais. Voilà, c'était ça
Parce que, comme ça, tout le monde pourra le voir. Si vous vendez les choses, eh bien, ça va aller chez un particulier, ça va finir quelquefois à Abu Dhabi ou je ne sais où, mais les gens ne le vendent plus. Donc, je trouve ça dommage. Vis-à-vis du peintre, je trouve que c'est pour moi, c'est un devoir d'essayer de le donner au musée. Voilà, et je sais bien qu'aujourd'hui, il y a peu de gens qui acceptent de donner des œuvres parce qu'ils sont tellement matraqués par les impôts qu'ils considèrent qu'ils sont suffisamment donnés, suffisamment donnés à l'État, et c'est dommage. C'est dommage parce que je crois que c'est, d'un point de vue du peintre, et c'est ce qui m'importe, je trouve que c'est toujours, il faut voir toujours quel est l'intérêt de l'artiste. Alors, un autre tableau que j'aimerais que vous commentiez, c'est ce petit pêcheur, aussi peint en 1943. J'avoue qu'en le regardant, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au jeune enfant que vous avez été à Noirmoutier. Mais il y a beaucoup de portraits de moi, mais celui-là n'est pas de moi, non, c'est de mon frère. Et c'est un Noirmoutier complètement imaginaire, puisqu'on voit des montagnes dans le fond. Alors tout le monde sait que Noirmoutier est une île extraordinairement plate. Mais disons, ça fait partie des tableaux qui sont assez connus de mon père, et d'ailleurs qui sont plagiés. Il y a beaucoup de peintres qui reprennent ces deux tableaux, d'ailleurs, à la fois La Grimace et Pénasse et Le Petit Pêcheur, et qui les réinterprètent à leur manière. Donc ça prouve qu'ils ont un certain retentissement sur l'imaginaire des peintres. Mais c'est vrai que Noirmoutier a joué un très grand rôle dans ma vie, puisque mes parents y avaient acheté une maison en 1936, qui, hélas, a été détruite par les Allemands au moment de l'occupation. Et ensuite, mes parents m'ont, je ne dis pas abandonné, mais ils m'ont confié à des pêcheurs de Noirmoutier, de l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 8 ans. Et donc pendant 4 ans, j'ai vécu avec des gens extrêmement simples et merveilleux. Et je dois dire, ça m'a mis dans des conditions un peu rousseauistes. Et des gens qui n'étaient pas du tout, vous imaginez bien, qui n'avaient plus rien à voir avec l'impressionnisme dans lequel avait baigné ma famille, mais des gens qui étaient des gens vrais, des gens d'une grande bonté. Et ça m'a permis, comme cela, de fréquenter des milieux complètement différents. Et je trouve qu'une vie réussie, c'est une vie où on a multiplié les rencontres avec des gens différents et des gens de milieux différents. Alors justement, dans ce jeu des 7 familles, il y a aussi Berthe Morisot, Paul Valéry, Henri Leroll, vous en parlez. L'académicienne Dominique Bonnat décrit dans ses souvenirs un environnement familial qui était le vôtre et la manière dont le jeune homme que vous étiez vivait dans un studio couvert de tableaux, un petit peu comme ici, rue du Cherche-Midi, derrière une cour dans laquelle trônait un marronnier. Est-ce que finalement ce n'est pas un petit peu lourd de vivre avec un tel héritage familial, un héritage familial qui, je prends ici un autre tableau qui est celui de votre arrière-grand-père, celui de son atelier rue de Lisbonne. Donc quand on vit environné de tout cela, et j'ai envie de dire, comme vous, avec tous les auteurs qui figurent dans cette bibliothèque, est-ce qu'on trouve sa place ? Écoutez, c'est à mes lecteurs de le dire. Si j'ai trouvé ma place comme écrivain, j'ai tenté en effet de trouver ma place, mais sans avoir jamais le sentiment d'avoir un poids familial. Ça tenait à la fois à ma famille elle-même, qui était extraordinairement libre sur ce plan. Et jamais on ne considérait que, l'art était une mystique, et en même temps, il n'y avait pas une conception, si vous voulez, de dire voilà tout l'argent qui est sur les murs, vous voyez, parce qu'il y avait toujours dit 13 Manet, chez mon grand-père, il y avait des coraux extraordinaires. Bon, c'était vraiment... Et on diffusait dans cette famille l'idée que ce qui était important, c'était l'intention artistique. Je crois que même vous jouiez aux fléchettes, oui, dans ces pièces-là. Au milieu des manets, à la carabine à plomb, et même un jour, elle a débouché une bouteille de champagne,
qui est arrivé sur un Manet, dans le corsage, le portrait de Berthe Morisot en œil, qui a entamé le Berthe Morisot, le Manet. Mais il y avait une très bonne ambiance, c'est qu'on considérait que c'était formidable d'avoir la chance d'avoir été la nièce de Manet, que la fille de Berthe Morisot comme ma tante, d'avoir eu le portrait de ma grand-mère par Renoir, d'avoir eu le portrait de mon arrière-grand-père par Renoir, de ma grand-mère par Maurice Denis. Bon, c'est très bien, mais... Et après voilà. Et après, tout reste à faire. Tout reste à faire. Et très jeune, je vous promets, j'ai pas vu un poids qui pesait sur mes épaules. Je me suis dit, ils ont fait les choses. Ben, maintenant, c'est à moi de faire les choses. Et qu'est-ce que je vais faire? Alors, ce qui m'est apparu tout de suite, c'est de dire ça... Certainement, je ne serais pas peintre, parce que j'en avais un peu marre de la peinture, parce que, vous imaginez bien, à la fois, on ne parlait que de peinture, c'était obsessionnel, des peintres de la famille, mais pas seulement des peintres de la famille, de Velázquez, de Goya, de Michel-Ange. Vraiment, c'était extraordinairement une obnubilation de la peinture. Et on réquisitionnait les pommes, les poires pour faire des natures mortes. Et quand nous allions à la campagne, de la maison de Berthe Morisot, les peintres de la famille se précipitaient sur nous pour faire notre portrait. C'est pour ça que j'ai beaucoup de portraits de moi. Et le samedi, mon père me disait, tu as été ça, je vais t'emmener au Louvre. Ah, je dis non, pas le Louvre. Pas le Louvre, je n'en pouvais plus. Donc j'ai trouvé que il y avait un peu une intoxication par la peinture. Mais je voulais rester quand même dans le domaine de l'art, parce que c'est quelque chose, c'était un virus qui ne... Et donc c'est pour ça que j'ai choisi la littérature, et j'avais vraiment envie et c'était à la fois disons, une question de santé mentale, parce que j'avais beaucoup de problèmes d'adolescence, un adolescent très tourmenté, un adolescent difficile avec moi-même, pas avec les autres, mais avec moi-même, et la littérature a été une issue. J'ai pu donner une issue à mes contradictions. Et au lieu de faire une psychanalyse, eh bien voilà, j'ai écrit des romans dans lesquels je me suis livré. Mais en transformant toujours mes expériences personnelles en œuvres romanesques. Alors, on voit à travers cet héritage et puis le choix de votre vie, le choix de maîtriser son destin. Du coup, je rappelle donc que votre donation est visible, hein, donc au Petit Palais, puisque c'est cette semaine qu'a démarré l'exposition La peinture en héritage. Augustin Roy, La peinture en héritage. Voilà, exactement. Une question, Jean-Marie Roy, donner rend-il meilleur? Je crois que c'est pas que donner rend meilleur. C'est que si on ne donne pas, on n'existe pas. Parce que le don, ça fait partie de la vie. Quelqu'un qui resterait sans rien donner de soi-même, de ce qu'il a, qui vivrait dans un égoïsme permanent, ça serait quelqu'un de mort. Je crois que le don, c'est ce qui est humain. Humain, c'est donner d'ailleurs. Vous savez, on passe son temps et on ne donne pas assez, mais on donne à la fois et pour un artiste, d'une certaine façon, il passe son temps à donner. Il passe son temps à donner parce que il essaie d'atteindre et de donner une forme de bonheur et d'embellir la vie de ses contemporains. Donc il y a cet aspect du don. Et puis je crois que vraiment une forme de bonté, c'est vraiment... moi je crois, vous savez, dans mes valeurs, il y a certains les valeurs artistiques, mais il y a aussi la bonté. Et je pense que l'un sans l'autre, c'est pas terrible. Il vaut mieux essayer de concilier les deux. Alors Jean-Marie Roy, vous avez été toujours à la frontière du pouvoir, du journalisme, de l'amour et de l'histoire. Vous avez publié un recueil absolument exceptionnel, Les Aventuriers du pouvoir, on pourrait en parler encore pendant des heures, qui évoque le cardinal de Berny, Morny, vos rencontres avec François Mitterrand, Giscard, le président Macron, et vous êtes également un grand admirateur de Napoléon.
Alors, on ne pouvait pas manquer, en cette année de bicentenaire de la mort de Napoléon à Sainte-Hélène, de vous interroger là-dessus. De ce personnage exceptionnel et décrié, on l'a vu à l'occasion de la commémoration, qu'est-ce qui vous a fasciné le plus? Moi, j'ai toujours aimé les gens qui avaient choisi la grandeur, qui aiment la grandeur, et chez Napoléon, cette grandeur est manifeste. À aucun moment, c'est un homme médiocre. Et vous savez, quand j'écrivais ce livre, Napoléon ou la destinée, j'ai pas mal travaillé. Je peux même pas dire que je travaillais. C'est-à-dire que je consultais des mémoires, des livres sur lui, des livres de lui d'ailleurs. Et à chaque fois, je me disais, c'est merveilleux. J'avais l'impression d'être à quelques centimètres au-dessus du sol. J'étais hors de la médiocrité. Et en même temps, c'est vrai que j'avais une dette vis-à-vis de Napoléon, parce que j'ai parlé de mon adolescence qui était difficile. Et je dois dire que la lecture du mémorial de Sainte-Hélène, quand j'avais 18 ans, un moment difficile, et que j'étais quitté par ma petite amie, j'avais tas de problèmes, je ratais mon bac, c'était effroyable. Et eh bien, ça m'a donné du courage. C'est quelqu'un qui vous donne du courage parce que c'est quelqu'un d'extrêmement simple et en même temps qui vous donne la bonne direction. Et donc, il m'a un peu sauvé la vie, je dois dire. Et donc, j'ai toujours plus ou moins écrit sur lui. Et puis, ça s'est conclu avec ce livre qui est un essai biographique dans lequel j'ai essayé de montrer qu'au fond, ce Napoléon que l'on voit sous l'angle du succès permanent, c'est en fait, il a vécu sous l'angle de l'échec permanent. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'échecs, mais d'échecs surmontés. C'est en cela que sa vie est formidablement dynamique. Quand on lit sa vie, on se dit, ben voilà, si on est trompé par une femme, on se dit, ben c'est pas grave, Napoléon l'était aussi. Si on subit un échec, on se dit, ben c'est pas grave, Napoléon l'avait aussi. Et puis vous voyez, et puis même jusqu'à la fin, jusqu'à Waterloo, c'est extraordinaire d'avoir un échec aussi énorme qui en réalité est un succès pour la postérité. Si vous allez à Waterloo, vous vous rendrez compte que tout le monde se fiche pas mal de Wellington, qui a été son vainqueur. On ne va pas là pour Wellington, on va là pour Napoléon. Les Anglais, qui ont essayé de construire des monuments pour Wellington, eh bien, en sont pour leurs frais. Puisque la seule personne qui intéresse à Waterloo, c'est Napoléon. Voilà. Et là, il y a une forme de... c'est la phrase de Chateaubriand, vivant, il a manqué le monde, mort, il le possède. Et c'est vrai qu'il a réussi à atteindre ce qu'il souhaitait, la postérité. Il souhaitait vraiment que son nom incarne quelque chose pour la postérité, quelque chose de grand, de noble, et une très haute ambition. Et c'est vrai que c'est même invraisemblable dans l'histoire moderne. Il est vraiment à l'égal de César et d'Alexandre le Grand. Alors, est-ce que d'une certaine manière, il n'incarne pas un petit peu aussi la devise que vous avez fait vôtre, cette citation de Maurice Barrès, « Tout obtenir afin de pouvoir tout mépriser ». Oui, c'est une devise que j'aime beaucoup, mais il faut bien la comprendre. C'est-à-dire que il y a dans le désir d'obtenir des choses, de conquérir, quelque chose de noble. Bon, on va obtenir des choses parce que on veut faire de sa vie quelque chose, voilà, et quelqu'un qui resterait sur place, même si j'ai beaucoup d'estime pour ces gens, les indigènes, des peuplades, qui vivent avec l'arbre à pain et sous un bananier. C'est votre côté Rousseau, là. Oui, oui, vraiment. Alors là, j'ai beaucoup d'estime pour eux. Mais moi, c'est pas mon tempérament, c'est pas le tempérament d'occidental, c'est vraiment de conquérir. Mais en même temps, vous savez, c'est la phrase de La Bruyère, les ambitieux dégoûtent de l'ambition. Eh bien, il y a quelque chose chez les arrivistes, dont je suis, eh bien, il y a quelque chose de très médiocre. Parce qu'au fond, c'est la satisfaction. Ils sont contents d'être arrivés, ils sont là, alors ils ont des choses qui fleurissent à la boutonnière, ce sont des sortes de potentats, contents d'eux-mêmes, comme les gens
certaines personnes qui sont riches, qui sont fiers de leur argent, ou fiers de leur pouvoir, de leur maison, de tous ces apanages sociaux. Et ça, c'est lamentable. Moi, je trouve ça lamentable. Donc, j'aime les arrivistes qui n'arrivent jamais. Ce qui est à peu près mon cas. Et même pour, vous savez, l'académie, c'était un but très littéraire pour moi, puis c'est un but assez amical, parce que c'était mon rêve de retrouver mes amis comme Jean d'Ormesson, comme Michel Mort, et puis beaucoup d'écrivains que j'avais connus quand j'avais 18 ans. Mais quand j'ai été élu, je me suis repris à 5 reprises. Pas compter. Vous avez commencé jeune, hein? J'ai commencé très jeune. Et j'ai fini par être le plus jeune de l'académie. Et quand j'ai été élu, donc on m'a dit, alors, vous êtes heureux? J'ai dit non, je suis inquiet. Et on m'a dit, mais pourquoi êtes-vous inquiet? J'ai dit, je suis inquiet parce que j'ai obtenu 16 voix de plus que Balzac. Balzac n'avait eu que 2 voix. Donc vous voyez, j'ai tout de suite relativisé, j'ai tout de suite compris que j'avais eu une chance et que, voilà, mais ce qui comptait, c'était justement ce jour-là de me sentir très proche de Balzac et très inférieur à Balzac, et que la question sociale, la question du succès n'avait aucune importance. Ce qui compte, ce sont les œuvres, et ça, c'est quelque chose que la société ne peut pas estimer à sa juste valeur. Alors, estimer à sa juste valeur, c'est justement quelque part un fil conducteur de votre œuvre. Vous dites que souvent dans votre vie, ce qui vous importe, c'est de vous exprimer en lien avec la justice, avec l'idée de justice. Écrire pour vous, c'est une manière de vous faire justice, de vous créer un destin personnel. Mais la justice, c'est aussi l'idée d'emboîter des causes, comme la défense des prostituées, comme la défense à un moment de votre vie d'un jardinier accusé à tort d'un assassinat. Ce goût de la justice et de la littérature, ce sens de la justice sociale, est-ce que c'est ça qui vous a valu à un moment donné votre place au Figaro? M'a valu, vous voulez dire, m'a valu mon exclusion. Oui. oui. Mais j'ai été obligé de quitter 2 fois le Figaro. Et à chaque fois pour les questions de justice. Mais le premier article que j'avais publié dans le Figaro, parce que avant de m'exclure, le Figaro m'a largement accueilli, et je dois beaucoup au Figaro. Donc, premier article, c'était en 69, j'ai fait un article sur la justice, c'était à propos de Gabriel Russier. Et j'ai défendu Gabriel Russier avant sa mort, et ensuite je l'ai continué à la défendre après sa mort. Donc c'est l'histoire d'une enseignante qui était amoureuse de son élève. Exactement, c'est un peu l'affaire Macron, mais avec des... Quelques années plus tôt. Hélas, avec des circonstances plus tragiques. Et curieusement, cet article, vous voyez, qui montrait l'ouverture d'esprit du Figaro, c'est incontestable, eh bien, m'a valu un coup de téléphone, que c'est celui de Jean d'Ormesson, et qui m'a invité à déjeuner, et c'est ainsi qu'est née notre amitié, donc je suis attaché. Parce que ces valeurs de justice, c'est aussi ce qui nous réunit. Vous savez. Nous réunit parce que nous sommes tous, comme je l'ai dit, dans des valeurs chrétiennes. Et les valeurs chrétiennes, qu'on le veuille ou non, qu'on soit pratiquant ou pas, hein, c'est pas du tout une question d'être... et ces valeurs chrétiennes nous réunissent, et parce qu'il y a l'exemple la première victime de l'injustice, qui est Jésus. Et je crois que ça nous a profondément modelés. Quand nous sommes Français, tous les Français sont très très attachés à la justice. Et j'ai pu le constater à plusieurs reprises. Puis ensuite, j'ai en effet défendu contre les compagnies pétrolières, un revendeur de pétrole qui m'a valu beaucoup d'ennuis, et j'ai été obligé de quitter le Figaro une première fois. Et puis j'y suis revenu 10 ans plus tard, grâce à Robert Hersan. Et là, je me disais, tiens, je ne veux plus m'intéresser à ces questions de justice. Enfin, je me suis intéressé, comme vous l'avez dit, aux prostituées, mais c'est un sujet entier, parce que ça, c'est vraiment une injustice sociale. C'est une injustice sociale, c'est un problème social, avant d'être un problème moral. Et puis, est arrivée l'affaire Omar Haddad. Alors, comment avez-vous été touché par cette affaire? C'est vous qui êtes touché? Vous avez été approché par Jacques Vergès? Pas du tout, ça s'est passé. Je me souviens très très bien. J'étais en Corse à ce moment-là, et j'ai vu le lendemain du crime
dans les journaux, il y avait des gros titres. Et tout de suite, je me suis dit, c'est bizarre, cette affaire ne tient pas debout. Ne tient pas debout. Et là, c'est à la fois le romancier qui est obligé de voir ce qui est plausible dans un roman, ce qui n'est pas plausible, et qui s'est dit, c'est absurde. Et puis, comme beaucoup de gens, j'ai fait confiance à la justice de mon pays. Je me suis dit, c'est évident, il n'est pas coupable, et très vite, il va avoir un non-lieu. Voilà. Puis est arrivé le procès, je me suis dit, il va être acquitté. Ça ne s'est pas du tout déroulé comme je l'imaginais. Et à ce moment-là, donc j'étais au Figaro, et quand il a été condamné, j'ai fait une bonne quinzaine d'articles pour le soutenir, pour dire que c'était une injustice. J'ai créé un comité de défense avec des gens très prestigieux, Jean d'Ormesson, Éric Orsena, Maurice Reims, Henri Troyat, enfin beaucoup de gens qui m'ont soutenu, et donc j'ai écrit ce livre à la demande de Bernard de Fallois, qui s'appelait Omar, la construction d'un coupable. Et j'ai essayé de montrer comment la justice avait façonné ce coupable imaginaire, alors qu'en réalité il était complètement innocent. Et ça a donné naissance plus tard, disons plus tard, à un film avec Denis Podalides, qui joue mon rôle dans le film. Et ça a donné naissance à 10 autres livres, dont 2 qui ont été écrits contre moi, contre le livre, en traînant dans la boue, ce qui n'est pas très grave, mais en même temps, dont un émanait à l'évidence de la famille, qui n'avait pas compris, cette famille, pourquoi je m'acharnais à défendre un jardinier, disons, marocain, qui n'était pas de mon milieu, qui n'était pas... Ça, je crois que c'est quelque chose qu'ils ont eu beaucoup de mal à accepter, parce qu'ils pensaient qu'étant de le même milieu, j'allais partager leurs idées sur... Donc, et ça m'a amené à être condamné moi-même, parce que j'ai trouvé que la famille s'était trop impliquée, et notamment à travers ses avocats, Maître Kiechman et Maître Henri Leclerc. Et Maître Henri Leclerc a fait beaucoup de déclarations comme président de la Ligue des droits de l'homme pour dire qu'Omar était coupable. Bon, je ne crois pas que ce soit digne d'un président de la Ligue des droits de l'homme qui a été créé pour défendre Dreyfus, de s'acharner sur un jardinier marocain. Mais enfin, c'est une autre histoire. J'ai été condamné à 100 000 € de dommages et intérêts. Voilà, mais je ne le regrette pas. Je ne regrette pas cette condamnation, vous savez, parce qu'après tout, je me suis battu dans une cause dans laquelle je crois. Et vous savez, il y a une sorte de grâce d'État que j'ai pu constater dans ces combats où, alors bien sûr, j'ai été viré du Figaro, je voulais le quitter, puis je suis parti ailleurs, puis voilà. J'ai eu quelques difficultés, mais vous savez, c'est rien, finalement. Quand on se bat pour quelque chose qui vous dépasse, eh bien, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'on est habité par quelque chose, justement, qui vous fait vous ressentir d'une façon à la fois plus violente. On est plus sensible aux attaques, c'est vrai. Mais en même temps, on se dit, ça justifie votre vie. On se dit, mais voilà, ma vie, c'est pas seulement celle d'un écrivain, même si ça rejoint, au fond, et vous pourrez remarquer à quel point beaucoup d'écrivains se sont battus pour la justice en France. Des gens comme Victor Hugo, des gens comme Mauriac, enfin, comme Zola, bien entendu. Mais enfin, il y en a énormément, je veux dire, parce qu'il y a un lien entre la littérature et la vérité. Et des gens comme Romain Gary l'expriment très bien. Enfin, tous les écrivains, l'ensemble des écrivains, je crois, cherchent la vérité. Et moi, j'ai donc eu le sentiment que loin disons, d'abandonner la littérature dans ces combats, notamment celui pour Omar Haddad, non, j'étais resté dans la littérature dans la mesure où ça restait quelque chose au fond de la tradition littéraire des écrivains français. Et avec cette expérience, vous avez tiré un fil entre le petit enfant de Noirmoutier qui connaissait différents milieux et qui pouvait là rencontrer l'idée de justice. Jean-Marie Roire, merci beaucoup pour ce vaste échange, ce grand entretien qui nous a permis de voir
le parcours d'un homme, le parcours d'un écrivain. On a pour habitude à la fin de ces entretiens de présenter un objet auquel l'auteur est particulièrement attaché. Je ne sais pas quel est l'objet qui est votre choix aujourd'hui. Alors mon choix, ça va être l'écritoire qui m'a été donné par Omar Haddad à sa libération de prison. Sa libération de prison, je l'ai vu avec Maître Vergès, et pour me remercier d'avoir écrit ce livre, parce que notamment il y a eu ce livre, et puis il y a eu l'émission de télévision, voilà l'écritoire. Et à la suite de ce livre, Bernard Pivot m'a fait venir, apostrophe, et elle m'a fait parler justement de mon livre. Et au même moment, Omar Haddad était en prison. Il a vu cette émission et il a compris que quelqu'un, il y avait son avocat, ce qu'il défendait, mais que quelqu'un qui était un écrivain, voilà, qu'il ne connaissait pas, eh bien le défendait. Je crois que ça l'a aidé à vivre. Ça l'a aidé à vivre, ça a été quelque chose d'important. Donc ces territoires, pour moi, j'y suis très sensible parce que ça montre à la fois la reconnaissance de cet homme avec lequel on pourrait croire que beaucoup de choses nous séparaient, puisque ce ne pas le fait ni du même milieu, ni de la même religion, ni du même pays, mais en même temps, vous savez, c'est ça qui est merveilleux, c'est de voir que on peut appartenir à la grande famille humaine, avec des différences légères, mais des liens finalement beaucoup plus profonds qu'on ne le croit. Merci Jean-Marie Roire pour cet échange. Merci.